Merci à toutes et à tous d'avoir pris ce rendez-vous de l'information sur Eden TV. Madame, Messieurs, bonsoir. Au sommaire de cette édition, le compte rendu du Conseil des ministres qui s'est réuni aujourd'hui en présence du chef de l'État, Patrice Talon. Vous suivrez dans ce journal les décisions prises. Démarrage ce matin des travaux de l'atelier de validation du rapport de la politique nationale de promotion du genre 2009-2025 et son plan d'action. Vous suivrez le compte rendu dans ce journal. Au Royaume-Uni, la police britannique a lancé une enquête sur les fêtes organisées dans la résidence du Premier ministre Boris Johnson pendant la période de confinement. Voilà pour le sommaire, le développement, c'est maintenant. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous l'annonçais en titre, le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui en présence du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises, dont entre autres au titre des rencontres et manifestations internationales, la participation du Bénin au 35e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, en Éthiopie, du 5 au 7 février 2022. Suivons ici un extrait du compte rendu du Conseil des ministres dit par le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngwedi. Au chapitre des mesures normatives, le Conseil a adopté le décret portant approbation des statuts du Centre universitaire d'enseignement professionnel. S'agissant des communications, le Conseil a approuvé le protocole d'accord de partenariat entre le gouvernement et l'Association nationale des communes du Bénin. En effet, dans la perspective d'une application cohérente de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation, il est apparu pertinent pour le gouvernement d'engager des discussions avec l'ANCB, notamment pour s'accorder sur la catégorisation des communes, la grille de rémunération des élus et agents communaux, les modalités de recrutement du personnel devant assumer les principales fonctions administratives et techniques, les principales règles de fonctionnement interne des communes, la date de prise d'effet du nouveau dispositif, ainsi que les modalités de contrôle de la gestion des communes. Au terme des échanges, tous ces points ont fait l'objet d'un consensus et les parties ont convenu de mettre en place un cadre institutionnel qui veillera à identifier les goulots d'étranglement ou toute difficulté dans la mise en œuvre de la réforme, proposer des mesures correctives ou des dérogations et les mettre en application après validation. Accomplir toutes autres tâches entrant dans ce cadre. Le Conseil a donc approuvé, comme indiqué tantôt, le protocole d'accord et instruit les ministres concernés d'en assurer la bonne exécution. Au titre des rencontres et manifestations internationales, la participation de notre pays aux rencontres ci-après a été autorisée. 35e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie du 5 au 7 février 2022. 10e conférence des grandes chancelleries francophones à Dakar au Sénégal les 10 et 11 février 2022. La directrice de cabinet du ministère des Affaires sociales et de la microfinance a procédé ce matin au lancement des travaux de l'atelier de validation du rapport de la politique nationale de promotion du genre 2009-2025 et son plan d'action. Cet atelier a réuni plusieurs acteurs du secteur de la promotion du genre. Compte rendu, Dorcas Awangan. C'est la salle d'Onga de l'Infosec de Cotonou qui a abrité cet atelier qui vise à soutenir la volonté du gouvernement de promouvoir l'égalité entre les sexes au Bénin. Cette politique de la promotion du genre a été adoptée depuis 2009. Selon la directrice de la promotion des affaires sociales, de la femme et du genre, il est temps d'évaluer les impacts de cette politique. En effet, face à la persistance des inégalités de genre, le gouvernement du Bénin a adopté en 2009 sa politique de promotion du genre avec comme ambition de parvenir à l'horizon 2025 à l'égalité et l'équité entre les hommes et les femmes en vue d'un développement humain durable. Nous sommes en 2022. Quel parcours avons-nous fait? Pour quels résultats? Avons-nous pu mobiliser les moyens humains, techniques et financiers nécessaires à la concrétisation de nos ambitions d'alors? Sommes-nous sur la bonne voie? Quelles sont les réorientations ou réajustements qui s'imposent?
Ce sont autant de questions auxquelles le ministère en charge des Affaires sociales, appuyé par les partenaires techniques et financiers, a entrepris de répondre. Pour la spécialiste genre, santé et droits sexuels reproductifs à l'ambassade des Pays-Bas, ce document représente la boussole de tous les acteurs de la promotion du genre. Le document autour duquel nous sommes réunis, faut-il le rappeler, est notre boussole, notre Bible dans le domaine du genre. Nous sommes invités à apprécier ce qui est bien, à relever les insuffisances et à proposer des pistes de solutions afin que le document final qui sortira de nos discussions soit le résultat d'un consensus et reflète nos attentes. Le Bénin a adhéré à plusieurs conventions régionales et internationales visant l'amélioration de vie et d'existence des femmes ainsi que la réduction des inégalités entre les sexes, a déclaré la directrice de cabinet du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Notre pays a adhéré à plusieurs conventions régionales et internationales visant l'amélioration des conditions de vie et d'existence des femmes ainsi que la réduction des inégalités entre les sexes. À terme, cette activité permettra de faire le point à mi-parcours de la mise en œuvre de cette politique et de procéder à l'élaboration de son plan d'action 2021-2025. Le présent atelier a été précédé de plusieurs séances et ateliers, dont celui de la reconstitution de la théorie du changement de la PNPG 2009-2025. Cet atelier de validation du rapport final de la PNPG s'insère dans une approche participative nécessitant l'engagement des acteurs multisectoriels du domaine de la promotion des égalités entre les sexes. L'opération des données, de collecte des données cadastrales dans 10 communes du Bénin a été lancée ce matin à Cotonou. C'était en présence de plusieurs acteurs du domaine et du foncier. Suivez le compte rendu avec Dorcas Anwangan. Élaborer une base de données unique sur les détenteurs des droits fonciers, c'est le résultat attendu au terme de l'opération de collecte de données cadastrales. Cette opération permettra de limiter, voire éviter toutes les possibilités de fraude. À en croire le président de l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Atropo, la gestion foncière est l'un des défis majeurs de la décentralisation au Bénin. La gestion foncière orthodoxe et durable constitue l'un des défis majeurs de la décentralisation dans notre pays. Tous les conseils communaux sont confrontés à la difficulté d'obtenir des informations foncières fiables. Selon le président du comité technique de supervision de la réalisation du cadastre national, la mise en place du cadastre vise à doter le territoire national d'un outil moderne dans le domaine du foncier. L'objectif de la mise en place du cadastre est de doter le territoire national d'un outil moderne et fiable en vue d'une sécurisation efficiente du foncier. C'est donc dans le but d'assurer la sécurisation foncière, de favoriser l'accès à la terre à tous et de disposer à terme d'informations fiables et globales sur le foncier, sur toute l'étendue du territoire que le gouvernement de la République du Bénin a opté pour la mise en place d'un cadastre national. Le cadastre constitue ainsi donc le principal socle pour la gestion et la sécurisation foncière, la maîtrise et l'amélioration de la conscience du patrimoine foncier. Les données foncières des communes seront désormais sécurisées et unifiées grâce au cadastre national. Et l'avantage pour les communes, c'est que dorénavant, leurs données seront sécurisées et ces données seront unifiées et uniformisées sur une configuration qui pourra permettre dorénavant de faire des transactions sereinement et de les mettre à l'abri des litiges ou des revendications ultérieures pouvant les conduire très loin. L'État béninois a entrepris une réforme foncière dont l'un des premiers socles est la loi numéro 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin. Ceci dans le cadre de préserver l'intégrité de son territoire et de garantir les droits de propriété acquis suivant les lois et règlements ainsi que les règles coutumières par les personnes physiques et morales de droit public ou privé.
Hors du Bénin, au Royaume-Uni, le sort de Boris Johnson est suspendu aux conclusions d'un rapport de Scotland. La police britannique a lancé une enquête sur les fêtes organisées dans la résidence du Premier ministre pendant la période de confinement. Dernière révélation en date, Boris Johnson aurait célébré son anniversaire le 19 juin 2021 au moment où les Britanniques étaient soumis à des restrictions. Suivez cet élément. Tout fini pour Boris Johnson. La Metropolitan Police, la police britannique, a ouvert une enquête sur les festivités du 10 Downing Street, un partygate qui a ulcéré les Britanniques. Je peux confirmer que la police métropolitaine est désormais en train d'enquêter sur un certain nombre d'événements qui ont eu lieu au 10 Downing Street et à Whitehall ces 2 dernières années, en relation avec de potentielles violations des restrictions anti-Covid-19. Je dois souligner que le fait que nous enquêtions ne signifie pas que des amendes seront nécessairement prononcées dans chaque instance et pour chaque personne impliquée. Une annonce attendue par l'opposition et la population qui critiquaient le silence de Scotland Yard sur ces révélations. Pour rappel, ces rassemblements avaient lieu alors que les Britanniques étaient contraints par la loi à restreindre leurs contacts. Le locataire du 10 Downing Street, interrogé au Parlement, a réagi à l'ouverture de l'enquête. Je salue donc la décision du Met de mener sa propre enquête, car je pense que cela contribuera à apporter au public la clarté dont il a besoin et à mettre un terme à cette affaire. Mais je tiens à rassurer la Chambre, Monsieur le Président et le pays, que moi-même et l'ensemble du gouvernement nous concentrons à 100% sur les priorités des citoyens, y compris le rôle de premier plan du Royaume-Uni dans la protection de la liberté dans le monde. Mais le chef du gouvernement, comme s'il était coincé dans une boucle sans fin, doit à présent faire face à un nouveau scandale dévoilé ce lundi soir par la presse britannique. Le 19 juin 2020, une fête aurait été organisée pour l'anniversaire du leader du Parti conservateur. Jusqu'à 30 personnes y auraient participé, dont l'architecte d'intérieur chargé de rénover l'appartement du Premier ministre et dont le financement est controversé. Dans la sphère politique, les soutiens de Boris Johnson se démènent pour sauver leur chef de file, alors que ses opposants font tout pour l'amener à la démission. Le Premier ministre qui, vous le savez, était à l'article de la mort quelques mois plus tôt à cause du Covid-19, travaillait incroyablement dur, s'était absenté et s'était vu offrir un gâteau un peu plus tôt dans la journée, avant de revenir à son bureau où il travaille avec les mêmes personnes, avec qui il collabore au quotidien, et qui avait décidé de lui offrir un gâteau pour son anniversaire. Les règles sont claires. Vous ne pouvez pas participer à une fête avec plus de 2 personnes en intérieur. Ce que l'on sait, c'est que 30 personnes étaient rassemblées, que sa femme était présente et que l'architecte d'intérieur était là aussi. S'il s'agissait de mon anniversaire et que ma femme et une architecte d'intérieur voulaient relâcher la pression au travail, avec un gâteau d'anniversaire et une fête, ce serait briser les règles. Il n'est pas question d'avoir dans notre pays la moindre personne, moi y compris, qui s'imagine au-dessus des lois. Dans ces circonstances, le Premier ministre devrait simplement démissionner, laisser la place et partir. Les conclusions de l'enquête sont particulièrement attendues par l'opposition. Il faut 54 députés conservateurs pour déclencher un vote de défiance qui pourrait amener le chef de l'État à démissionner. En Allemagne, les manifestations en faveur de la vaccination obligatoire s'observent sous forme de promenade alors que les premiers débats s'ouvrent aujourd'hui depuis plusieurs semaines sur le sujet. Reportage. Ils étaient plutôt discrets, mais les militants pro-vaccins ont décidé de passer à l'action. Lundi soir, ils se sont rassemblés dans les rues de Berlin, au pied de l'église Gethsemane, symbole des événements de 1989 en Allemagne de l'Est, avec un objectif, montrer leur opposition aux manifestations anti-vaccination. Si aujourd'hui, alors que nous sommes autorisés à nous exprimer librement, que tout le monde est autorisé à s'exprimer librement sans avoir à craindre quoi que ce soit, ils se tiennent ici et disent que nous vivons dans une dictature, alors je ne peux plus tolérer ça. Nous sommes contre les sentiments anti-scientifiques et pour une société ouverte. Nous avons besoin de parler, mais nous sommes aussi contre les histoires de conspiration. Une réponse aux mobilisations anti-vaccination qui continuent d'attirer les foules.
Chaque semaine, ils sont plusieurs dizaines de milliers à défiler à travers tout le pays pour dire non aux restrictions anti-Covid. Des pros et des anti-vax qui n'hésitent plus à se faire face au moment où les discussions de la vaccination obligatoire s'invitent au Bundestag. Une proposition défendue par le chancelier allemand. Je veux dire ici que je suis favorable, soutenu par beaucoup d'autres, comme je l'ai vu dans l'arène politique, mais aussi soutenu par les chefs de gouvernement des États, à ce que nous introduisions un mandat de vaccination en Allemagne. Une obligation qui s'appliquera dès le 15 mars pour les personnels soignants, les employés des hôpitaux et des maisons de retraite. Ce n'est pas avant la fin du mois de mars que cette obligation vaccinale pourrait être élargie au reste de la population. En Allemagne, plus de 73% des habitants ont un schéma vaccinal complet. Seulement 50% ont reçu une injection de rappel. Le bras de fer continue entre la Russie et les membres de l'OTAN alors que des manœuvres militaires russes à proximité de l'Ukraine ont débuté hier. Les Occidentaux se montrent fermes face au Kremlin tout en espérant une issue diplomatique. Emmanuel Macron doit s'entretenir avec Vladimir Poutine vendredi par appel téléphonique. Mais avant cela, réunion en ce soutien. Une réunion plutôt se tient à Paris. Suivez ce reportage. À l'est de l'Ukraine, la frontière avec la Russie prend de plus en plus l'allure d'une scène de guerre. Depuis ce mardi, la crise s'est tendue à cause des renforts militaires de l'OTAN accordés à Kiev. De quoi inquiéter un peu plus les pays européens. Le couple franco-allemand était réuni hier à Berlin, principalement autour de cette question. Et nous appelons l'un et l'autre, avec beaucoup de force, à une désescalade des tensions. Et je veux ici dire combien l'Allemagne et la France sont unies sur ce sujet, qu'il s'agisse des discussions que nous avons dans le cadre de l'OTAN, de l'Union européenne, au sein de l'OSCE, mais aussi comme étant les deux partenaires européens du format dit de Normandie. Le chancelier Olaf Scholz appelle lui à la sagesse, notamment concernant d'éventuelles sanctions supplémentaires contre Moscou. L'Allemagne craignant des répercussions dans ses relations commerciales et diplomatiques avec la Russie. Kiev, qui reprochait la semaine dernière sa position pacifiste à Berlin, appelait ce lundi à l'apaisement. Все під контролем, причин для паніки немає. Tout est sous contrôle, il n'y a aucune raison de paniquer. Au cours de la session du Conseil de sécurité, nous avons discuté de la situation à la frontière de notre pays. Nous travaillons à la désescalade complète de la situation et à l'évolution vers un règlement pacifique. Nous savons tout, nous sommes prêts à tout, nous espérons le meilleur et nous faisons absolument tout ce qui est nécessaire. L'Union européenne, quant à elle, estime être face à une situation extrêmement dangereuse. Le message essentiel est le suivant, l'Europe est en danger. J'aimerais qu'il en soit autrement, mais les 2 dernières années ont vu une grave détérioration de notre environnement stratégique, à tel point que je suis convaincu que nous vivons aujourd'hui le moment le plus dangereux de l'après-guerre froide, le moment le plus dangereux depuis la fin de la guerre froide. Alors que la pression américaine s'amplifie et que l'Europe semble encore hésitante sur ce dossier, les manœuvres pourraient s'accélérer ces prochaines heures. En cas d'offensive russe, projet démenti à maintes reprises par Moscou, Emmanuel Macron avertit tout de même d'une riposte au coût très élevé. Un rendez-vous téléphonique est prévu entre Vladimir Poutine et son homologue français ce vendredi. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce point de l'actualité. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes digitales, Twitter, Facebook, YouTube et sur notre site internet www.eden.benin-eden.tv. Vous continuez par rester en notre compagnie pour suivre à partir de 20h30 Abysmo de Patient, votre feuilleton. À 21h, vous suivrez Santé Plus avec Carole Olaye. Puis à 21h30, Christ dans vos maisons. Bonsoir chez vous.